La première présentation va nous être faite par Loïc Sauvé, donc d'Interact Unilassal, sur un projet qui relève plus de la partie axe 4 de la SFR Condorcet, donc un projet qui va lier économie et biologie, développement, technologie, agronomie, le cœur du développement, le cœur de la thématique chimie, le cœur de la thématique de la SFR Condorcet, donc avec ce projet R2D2. Donc Loïc, tu es là? Tout à fait. Donc, je fais mon écran partagé. Voilà. Et puis, du coup, tu disposes de 15 minutes pour pouvoir réserver 5 minutes de questions à l'issue. À toi la parole. Merci beaucoup. Donc, vous voyez mon écran, c'est bon? Parfait. Tu peux le Alors, mettre en grand. Hein. peut-être le mettre en mode diaporama. Voilà. Parfait, à toi. Tu as coupé ton micro. Loïc, tu as coupé ton micro. Ouais, effectivement. Donc, bonjour à tous, Loïc Sauvé, Interact Unilassal. Donc, je vais vous présenter ce projet réseau de recherche bioéconomie durable. Donc, je démarre quand même par rappeler l'axe 4 à SFR Condorcet, conditions d'émergence d'une bioéconomie durable. Il y a 4 objectifs dans cet axe qu'on a essayé de mettre en œuvre depuis quelques années. Le premier axe, la première action, c'est transition engendrée par la bioéconomie, avec l'idée d'une logique multiniveau et multidimensionnelle du système de questions. Donc, c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Il y a une deuxième idée dans cet axe, c'est l'idée d'un accompagnement des changements organisationnels. Donc, en effet, il va falloir nécessairement construire des apprentissages qui iront de l'exploitation agricole jusqu'aux filières, aux bassins et évidemment aux collectifs d'agriculteurs ou d'industriels. Et puis, il y a un troisième point important qui est de comprendre la variété des filières et des modèles d'affaires qui sont écologiquement soutenables, avec un élargissement également sur la dimension des écosystèmes d'innovation qui vont accompagner ces différentes filières. Donc ça, c'est vraiment la trame globale de cet axe. Et dans cet axe, donc, va s'inscrire ce projet. Alors, je vais décliner ces objectifs en 2 diapos très rapidement. Le premier objectif du projet, c'était de questionner les diverses acceptions et représentations du terme de bioéconomie, c'est-à-dire quelque part de déconstruire ce terme. Qu'est-ce qu'on entendait par ce terme très largement utilisé de bioéconomie? Deuxième idée, c'est évidemment de s'interroger sur ce qu'est cette notion de durabilité et quelles conséquences à la fois institutionnelles, mais aussi organisationnelles, technologiques, institutionnelles et socio-économiques, pour essayer de comprendre quelles pouvaient être les conditions de son émergence. Et puis, ne pas oublier évidemment la dimension territoriale. Comment est-ce qu'on peut intégrer dans ces projets l'approche du territoire? Alors, deuxième objectif plus empirique, c'était donc de partir du terrain, partir des réalités historiques et économiques des régions Hauts-de-France et Grand Est, potentiellement élargir au territoire frontalier notamment de la Wallonie, et structurer donc des questions centrales qu'on va détailler maintenant, évidemment. Comment comprendre ces conditions d'émergence, identifier les chercheurs Grand Est, Hauts-de-France, mais potentiellement au-delà, et puis un troisième objectif, qui était de structurer peut-être l'initiative d'un point de vue un peu plus formel. Concrètement, le projet, ça a consisté essentiellement en un séminaire, le séminaire du 29 novembre 2019, qui s'est passé à la Citadelle, à l'UPJV à Amiens, qui s'est intitulé évidemment « Les conditions d'émergence d'une bioéconomie durable ». Alors, je vais faire le déroulé rapide du programme, je n'aurai évidemment pas le temps de passer en revue tout ce qui a été dit. Je me contenterai par la suite de mettre en évidence quelques idées forces qui sont sorties de ce séminaire. Donc, très rapidement, on a eu l'exposé de Nicolas Béfort sur la promesse de la bioéconomie, l'exposé de Rémi Cavinck sur acteurs publics et privés de la bioéconomie, quelles conditions d'association, un exposé de Franck-Dominique Vivien sur qu'est-ce que la bioéconomie, une analyse économique institutionnaliste, un exposé d'Éline Dubaral et de moi-même sur les risques dans les filières de valorisation de la biomasse, on parlait de méthanisation, Julie Fleuet sur la bioéconomie au prisme des relations culture-élevage dans le nord de l'Aube, Pauline Marty sur les concurrences, synergies
et soutenabilité au sein et entre la bioéconomie à l'échelle territoriale, les apports de l'approche métabolique, et enfin Benjamin Rimbaud sur construire le métabolisme de la bioéconomie avec la trajectoire de l'acide succinique. Donc, premier point qui était très fort, une ligne de force de ce séminaire, hein, c'était d'essayer de déconstruire cette notion de bioéconomie. Donc, ça a été l'exposé notamment de Franck-Dominique Vivien, qui est revenu sur ces trois acceptions les plus communément admises de la bioéconomie. Une première bioéconomie qui serait une bioéconomie biotechnologique, qui va s'inscrire dans des perspectives de croissance et de grandes innovations qui vont structurer des développements industriels majeurs. Il y a une deuxième économie qu'on va appeler de bioéconomie territoriale, qui correspond plutôt à une bioéconomie qui se pose la question de mieux valoriser ou de valoriser différemment des biomasses d'origine agricole, forestière et autres, et donc de générer de nouveaux produits, de nouveaux usages et de nouveaux marchés. Et puis il y a une troisième acception du terme bioéconomique qu'on va appeler bioéconomie écologique, qui ici s'inscrit dans une rupture extrêmement forte des modèles économiques, qui s'inscrit beaucoup plus dans la prise en compte des limites physiques et biologiques de la biosphère, et qui remet en cause un certain mode de développement économique et marchand. Alors, il y avait un point important qui était fait dans cet exposé, c'est justement le lien qui a été fait avec l'exposé de Joly-Fleuet, qui a fait le lien entre ces trois acceptions et leur déclinaison à un niveau agricole. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'en ai pas le temps, mais il est intéressant de voir que finalement, on arrive à faire se correspondre finalement ces grandes exceptions avec une dimension écologique. Donc là, on est plutôt dans l'idée d'un couplage renouvelé avec intensification agroécologique entre culture et élevage. La dimension biotechno, on penserait ici plutôt à des dimensions de produits OGM, par exemple, et puis à une dimension bioraffinerie, où là se pose plutôt la question de mode de valorisation, méthanisation, etc., dans la dimension de nouveaux débouchés de l'agriculture. Alors, une autre conséquence qui va apparaître, qui est apparue dans certains exposés, c'est finalement la question des promesses, la question des attentes par rapport à la bioéconomie. Donc on a sur un autre registre, là je fais plutôt référence aux exposés de Rémi Cavinck et de Nicolas Béfort. Donc qui dit bioéconomie dit nouvelles attentes, nouveaux débouchés, donc complément de revenus par les acteurs économiques, ça c'est donc les acteurs qui sont à la base de la biomasse agricole. Il va y avoir des attentes des collectivités territoriales qui sont plus sous l'angle attractivité, création d'emplois. Les scientifiques, de leur côté, vont attendre plutôt des financements, des créations de nouvelles connaissances. Et la question qui s'est posée, au travers du séminaire, de ces exposés qui ont été faits, c'est finalement, ces acteurs se rencontrent-ils? Et quelles pourraient être les conditions de la rencontre entre, par exemple, les acteurs académiques et les acteurs économiques? Et donc, notamment Rémi Cavinck et aussi Nicolas Béfort ont montré qu'au-delà de ces promesses génériques, si on voulait que ça fonctionne, il fallait faire des promesses particulières, spécifiques. Par exemple, pour entrer dans les détails, l'interdépendance entre industrie et science suppose que d'un côté soient compris les enjeux de la R&D, mais soient aussi compris les enjeux du financement. Et la rencontre ne va pas probablement se faire de manière naturelle entre cette offre et cette demande, mais au contraire, on fait le constat d'un désajustement, plus ou moins permanent, mais aussi, heureusement, il y a une dimension positive, il y a aussi émergence et progression de médiation qui vont contribuer à ce qu'on va appeler un certain alignement entre ces différents acteurs. Et donc, c'est sur cette base de ces alignements que vont pouvoir se faire des voies de la bioéconomie. Alors, il y a aussi des conséquences technologiques et organisationnelles. On l'a vu dans cette séminaire au travers d'un exposé, celui de Benjamin Rimbaud, qui nous a fait le déroulé de l'industrialisation de l'acide succinique. Donc, on a vu qu'au départ des années 80, début des années 90, il y a eu un nouvel référentiel qui s'est créé avec cette molécule plateforme, l'acide succinique, qui s'est soldé par un relatif échec, tout simplement parce qu'il y avait de multiples dépendances des acteurs à d'autres types de molécules. Et on a pu mettre en évidence que pour que le parcours technologique puisse se faire, eh bien en fait, on a plutôt une trajectoire qui est un mix
entre de la technologie et de l'organisationnel, avec une relativement forte dépendance aux stratégies des acteurs, aux stratégies qui sont déjà engagées, donc des acteurs en place, même si dans tout secteur, il y a des startups, mais les startups ne sont pas toujours certaines d'aboutir à un stade de développement plus important. On a mis en évidence notamment l'influence très forte de chercheurs de la transition. Donc là, je cite Frank Gels, hein, avec ces notions de niche, de régime, de paysage, et la nécessité, si on veut comprendre l'évolution d'un secteur, et le secteur de la bioéconomie, comme d'autres secteurs, répondent un peu aux mêmes règles, c'est la nécessité d'appréhender la trajectoire des innovations en multiniveau et sur le temps long. Donc je passe là rapidement cette approche qu'on appelle MLP, un Multi-Level Perspective de Frank Gels, qui met en évidence 3 concepts clés largement mobilisés et qui sont très influents aujourd'hui et aussi qui apportent des choses tout à fait intéressantes à cette approche de la bioéconomie. C'est ces niveaux de niche, de régime socio-technique et de paysage. Et à chaque niveau va correspondre une certaine dynamique des acteurs. Et évidemment, sur la partie droite, vous voyez des lock-ins, c'est-à-dire des verrous, des verrouillages qui peuvent se faire à niveau technologique, organisationnel ou institutionnel, qui vont freiner les trajectoires, freiner et éventuellement les contraindre. Donc, j'avance. On n'a pas beaucoup de temps. Il y avait ensuite des implications organisationnelles qui ont été montrées dans ce séminaire. J'en cite 3 ici. Question du risque, inscription de la bioéconomie dans les territoires et question du modèle d'affaires. Je n'ai pas le temps d'aborder le risque. Je vais insister sur la deuxième et la troisième des implications organisationnelles. La première, c'est celle évidemment de comprendre comment peut s'insérer la bioéconomie sur les territoires. Donc, le contexte, on le connaît bien, c'est les stratégies nationales de la bioéconomie, hein, qu'on cherche à décliner à des niveaux régionaux et locaux. On constate qu'il y a une nécessaire planification des actions à mener, mais en même temps, on voit bien que sur le terrain, il y a une concurrence accrue des usages et d'affectation des sols. Et un des enjeux qui a été développé par Pauline Marty et Julie Fleuet au cours de ces séminaires, c'est de développer des approches, l'approche dite métabolique, hein, ou également l'approche dite de l'économie industrielle et territoriale, ici notée EIT, qui essaye de comprendre, en essayant de modéliser à travers un système relativement complexe, tout un chaînage d'activités, de mécanismes et de circulation des flux. Je n'aurai évidemment pas le temps de rentrer dans les détails, j'enverrai donc aux présentations, j'ai oublié de le dire au début de l'exposé, qui sont mises en ligne sur le site de la SFR Condorcet. Donc l'approche de l'écologie industrielle et territoriale, dite aussi l'approche métabolique, consiste en fait à essayer d'identifier à un niveau local, mais qui va s'élargir à un niveau plus grand, niveau géographique, hein, par exemple au niveau d'un canton, voire d'un département, d'essayer d'identifier les intrants, les circulations des flux, le degré d'autonomie des acteurs. Donc les acteurs, c'est bien sûr les agriculteurs, mais aussi les organismes stockeurs et les industriels, les coopératives, hein, et essayer de comprendre la gouvernance, c'est-à-dire comment se structurent ces relations, comment sont prises les décisions, comment sont pilotées l'ensemble de ces flux. Et une des grandes idées de l'approche métabolique et territoriale, c'est de ne pas s'arrêter évidemment à une simple cartographie des flux physiques, de connaissances et financiers, mais essayer de comprendre qu'est-ce qui fait l'ancrage territorial, et essayer d'identifier le fait que, bon, il ne suffit pas d'avoir une ressource disponible à un moment T sur un territoire, faut-il pouvoir l'activer, c'est-à-dire pouvoir la mettre en œuvre, l'utiliser et la valoriser dans un circuit qui sera évidemment technologique, mais il sera aussi évidemment économique. C'est-à-dire qu'il faudra que ça soit valorisé sur un marché et par des données, par des produits nouveaux. Et il faudra aussi comprendre, évidemment, la dynamique agricole qui a été l'objet d'exposés que je verrai tout à l'heure. On aboutira ensuite à la notion de modèle d'affaires d'une bioraffinerie territoriale. Donc, il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais passer un peu rapidement là-dessus. Donc, on voit ici la configuration, c'était l'exposé de Pauline Marty qui essaie de comprendre, de cartographier et puis d'identifier ses empreintes, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on va cartographier, il faut aussi voir que ce modèle doit être plus durable. Donc, on retrouve ici la notion des 3 piliers de la durabilité. Il me reste combien de temps là? 2 minutes. 2 minutes? Maximum, oui.
Oh, d'accord. Donc, je vais passer un petit peu plus rapidement. Donc, on retrouve l'idée d'inscription territoriale, essayer d'identifier finalement qu'il y a des seuils qualitatifs qui permettent le passage d'une échelle territoriale donnée à une échelle plus grande. Et un des grands enjeux, c'est évidemment d'identifier quel est le point d'équilibre qui va permettre de bénéficier de synergies territoriales optimales. Alors, les grandes questions qui se posent, c'est bien sûr la question de la gouvernance. Comment est-ce qu'on va réussir à piloter ces flux qui sont des flux d'un nouveau genre, hein. Ça n'existe pas aujourd'hui. Quand on passe d'un pilotage de filière classique en relation production, fournisseur, distributeur à un pilotage territorial, ça suppose qu'on va mettre en place ce qu'on appelle des gouvernances polycentriques avec de multiples organismes directeurs, une intégration multi-échelle et multi-parties prenantes. J'avais également prévu de vous présenter ça, mais vu le temps qui a passé à toute vitesse, je n'aurai pas le temps de parler des travaux qui se sont centrés sur la question de mieux comprendre le consentement à produire des agriculteurs. Comment comprendre les motivations de ces agriculteurs, de faire que ces motivations soient des leviers d'action et qu'on ait véritablement une activation de ces ressources. On disait tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir des ressources disponibles, encore faut-il qu'elles soient effectivement mises en œuvre par les acteurs industriels. Donc, on avait identifié dans ces travaux les motivations individuelles, cognitives, sociétales et territoriales qui nous ont permis d'identifier des typologies d'acteurs agricoles à mobiliser, avec l'idée qu'il y a des agriculteurs leaders, donc sur lesquels on s'appuie, des entrepreneurs et des moteurs, et puis il y aura probablement aussi des agriculteurs plus réfractaires, donc sur lesquels le levier de motivation joue peu. Et ça aboutissait donc à ce nouveau modèle de la bioraffinerie territoriale. Je passe directement à mes 2 diapos de conclusion pour dire que de nombreux éléments plaident en faveur d'un réseau structuré autour SHS et développement durable en bioéconomie. Il y a des attentes fortes, hein, tant institutionnelles qu'académiques et entrepreneuriales. Il y a un positionnement original de la SFR Condorcet à faire valoir à l'international, mais on pense aussi, c'est une des conclusions de ce séminaire, que ce réseau devra s'appuyer probablement sur un élargissement tant des enjeux que des acceptions de la notion de bioéconomie, telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Et il y a probablement aussi des fondements conceptuels. Alors, j'en cite quelques-uns ici, de René Passet, Georges Esquerreguen, Gales. Alors, j'ai vu que j'ai oublié un nom très important, c'est Ostrom, Vincent Ostrom ainsi qu'Elinor Ostrom, permettant d'élargir la bioéconomie aux questions d'économie circulaire, d'EIT, de sciences de la transition. Dernière diapo, des projets en cours marquent cet infléchissement, notamment il y a le projet Améléka, analyse mésoéconomique de la légalisation du cannabis, le projet piloté par Jérémy Bastien, le projet Biosolide piloté par Baptiste Mont-Saint-Jean, bioéconomie circulaire, sociale et solidaire, où la bioéconomie intègre justement ces dimensions socio-techniques, territoriales et institutionnelles. Pour finir, quelques repères biblio qu'on retrouve évidemment en lien à ce séminaire, hein. L'article de Rebecca Wang, un article de Pauline Marty paru dans European Planning Studies, Franck-Dominique Vivien dans son article sur le hijacking of the bioeconomy dans Ecological Economics, un article qui vient de paraître de moi-même et des collègues sur économie rurale, et enfin l'article de Benjamin Robot et Ken Birch paru dans Review of Ecological Economic Food and Environmental Studies. Voilà, j'ai fait un peu vite, désolé. Je crois que j'avais prévu un peu plus long que ce qu'on me donne. Merci Loïc. Donc ça rentre, on a 2-3 minutes là pour pouvoir échanger sur la base de questions. Donc lance un appel aux questions. Je ne vois pas dans le chat là pour l'instant de questions abordées. Donc effectivement, pour la majorité des acteurs de la SFR Condorcet sont au départ des scientifiques dans le domaine des sciences expérimentales. Et puis, votre venue, votre intégration, le regard, donc au sein de la SFR, le regard que vous pouvez porter, vous, spécialistes d'économie, de sociologie, et à la fois étrange, parfois, on peut le ressentir comme ça, éloigné, mais en même temps extrêmement intéressant. En fait, ça peut relever un peu aussi des approches de type génie des systèmes industriels, où on peut avoir à la fois des approches qui peuvent être mathématiques avec de la modélisation, etc., et puis des approches socio-économiques
qui peuvent venir observer des systèmes pour pouvoir ensuite les désintégrer, les désagréger, les démonter, les déconstruire, comme vous dites, les déconstruire pour pouvoir ensuite les rebâtir sous une forme un peu modélisée, partie par partie, les réassembler pour essayer de mieux comprendre comment ils fonctionnent, voir à ce moment-là déterminer les points qui sont les points faibles et proposer des remèdes. Et ensuite, les gens de la science et de la technique peuvent être à même d'aller moduler leur trajectoire et y apporter des modifications. Alors, cette approche riche, avec la présentation que tu as faite là, où vous étudiez à la fois les notions de transition, de changement, l'accompagnement qui est nécessaire sur des filières, et puis des filières diversifiées. Donc, certaines ont été choisies pour y faire un focus ici, et intégrer tout ça dans un écosystème d'innovation est clairement quelque chose d'assez complexe. La notion d'acceptation, tu l'as évoqué. Acceptation, représentation de la bioéconomie est au centre de tout ça. Et tout ça se décline doit se décliner sur le terrain. Et ça va aller de la fourche à la fourchette, comme on dit, du champ jusqu'au consommateur final. Une question particulière donc, relève aussi de l'organisation des filières et de la répartition notamment de la valeur ajoutée au niveau des filières. C'est une problématique dont on entend parler, on en a beaucoup entendu parler par exemple sur la production laitière, la répartition de la valeur ajoutée et puis au niveau de l'organisation des filières, et puis donc derrière, on va essayer de trouver des équilibres économiques qui puissent être durables, et puis tout en intégrant des effets environnementaux non négatifs, voire positifs, et eux-mêmes durables. Donc sur ces aspects filière et répartition de la valeur ajoutée, est-ce que tu pourrais éventuellement nous apporter quelques éléments? Alors, il y a un terme sur lequel je voulais revenir tout à l'heure dans l'exposé, je n'ai pas eu le temps, c'est le terme qui revient souvent de raffinerie territoriale, de bioraffinerie territoriale. Je pense que c'est un terme qui a été un peu piégeant, mais qui est aujourd'hui relativement utilisé un peu par tout le monde. Et il aurait été utile d'utiliser plutôt le terme peut-être de chaîne de valeur. Je crois que la notion de chaîne de valeur correspond beaucoup plus à cette notion de mise en mouvement de tout un ensemble d'acteurs territoriaux, agricoles, jusqu'à la chaîne industrielle, évidemment, et puis les consommateurs finaux. Mais bon, voilà, c'est ce terme qu'on a retenu. Donc, juste là, en fait, quand tu dis bioraffinerie, je pense que beaucoup des auditeurs pensent à des exemples comme Club Bazancourt, etc. Donc, nous, on voit du matériel, on voit des flux physiques, des flux de matière. Et toi, quand tu dis bioraffinerie, en fait, tu le déclines peut-être avec un regard qui est complètement différent, oui. où ce n'est pas tant la matière, mais ce sont les échanges, c'est la structure que tu observes, en fait. Alors, on dit bien bioraffinerie territoriale, par opposition à bioraffinerie portuaire, hein, comme on les oppose souvent de manière peut-être un peu schématique. Mais en tout cas, la bioraffinerie territoriale, dans l'acception qu'on lui donne maintenant, c'est en fait c'est la chaîne de valeur de la bioéconomie, de ces nouveaux modes de valorisation qui cherchent évidemment toujours à être plus durables d'un point de vue économique et environnemental. Et donc, alors ce qu'amènent ces approches, bon, évidemment, là, je fais colbrosser de manière extrêmement rapide, hein, c'est quand même d'essayer d'apporter deux éléments. Le premier élément, c'est un élément de réflexivité, c'est-à-dire finalement de se poser la question, de constater le fait que tout ne coule pas de source, hein, qu'il y a quand même pas mal de verrous qu'on peut regrouper en verrous technologiques, organisationnels, économiques et puis institutionnels. Donc ça, c'est la première démarche. On dit souvent que les gens en sciences sociales déconstruisent. Donc c'est vrai qu'on déconstruit beaucoup. Il faut aussi se poser la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à reconstruire derrière. Donc c'est vraiment un point important. C'est déconstruction, reconstruction, essayer de bâtir finalement ce qu'on pourrait appeler des cadres d'analyse. Et ces cadres d'analyse ne sont pas uniquement dédiés à une dimension réflexive, mais c'est aussi une dimension d'accompagnement. Pour ça, on a un petit peu insisté dans l'exposé. On se pose la question de comment accompagner ces acteurs vers une transition
Donc, ça va apporter des outils de type conseil, formation, mais c'est aussi des outils de modélisation. On a parlé rapidement tout à l'heure des approches du métabolisme industriel et territorial, de l'EIT. L'EIT essaye d'aller quand même relativement loin dans la modélisation, et ça répond à la question que vous me posez. Est-ce qu'on arrive à modéliser aussi la répartition de la valeur? C'est l'objectif, c'est d'essayer de se dire qu'on a cartographier les flux physiques, mais aussi les flux économiques et financiers. Et on va essayer de se poser la question, ex ante, donc avant même de construire cette gouvernance territoriale, qui va bénéficier et sous quelle forme, avec quel niveau de bénéfice. Donc on essaye quelque part d'avoir une planification, le mot est peut-être un peu excessif, mais en tout cas d'avoir une identification a priori de comment on va pouvoir faire bénéficier ces nouvelles chaînes de valeur à des niveaux territoriaux distincts. Donc ça, c'est évidemment un enjeu très fort, parce que qui parle de gouvernance parle de rapport de pouvoir, donc, et qui dit rapport de pouvoir dit rapport de dépendance ou d'indépendance. Donc là, il y a aussi des rapports dans le sens, au sens politique du terme. Merci Loïc, merci Loïc. Donc, on va essayer de maintenir le timing. Il y avait encore d'autres questions. Bon. Merci beaucoup. Merci. OK. D'autres questions? J'aurais bien aimé qu'on puisse revenir sur ta diapositive justement sur aussi les agriculteurs et leur motivation. Et puis hier, il y a des éléments qui sont sortis, me semble-t-il, du Conseil d'État qui font que donc il y a une demande environnementale de prise en compte des aspects environnementaux qui est plus forte que jamais. Et je pense que plus que jamais, votre travail est utile tout de suite et maintenant pour des déclinaisons à très très court terme. Voilà. Merci beaucoup.